matin. 7h12 sur Europe 1. Bon réveil. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vos ouvrages, déjà des classiques pour comprendre le monde compliqué. La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les voies de la puissance, tous deux chez Odile Jacob, c'est en poche. Également cette guerre d'Iran à 2 semaines maintenant, 2 semaines que les premières frappes, cette frappe de décapitation qui a éliminé une bonne partie de l'état-major de la République islamique a eu lieu. Alors c'est peu, 14 jours, mais cette guerre elle va très vite. Et cette nuit, elle a fait, Frédéric Ancel, un premier mort français, un militaire lors d'une attaque de drone, visiblement iranien, dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien, l'adjudant-chef Arnaud Frion, du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, mort pour la France. Qu'est-ce que l'on peut dire, Frédéric Ancel, de cette tragédie? Qu'est-ce qu'elle nous indique de l'évolution de la guerre? Elle nous indique surtout que la France est une puissance qui participe à la vie à la vie politique et militaire, à la vie géopolitique du Moyen-Orient. Les Kurdes sont nos alliés depuis que nous luttons avec beaucoup d'autres États contre Daesh, qui a été défait. Alors officiellement, l'État islamique n'existe plus, mais il reste des résidus très importants d'islamisme radical dans la région. Donc nous avons un certain nombre d'hommes aux côtés des forces kurdes, et puis de manière plus contemporaine, nous avons aussi des hommes en quantité, en nombre très important, des matériels en quantité très important aux Émirats Arabes Unis. Et on sait que les Émirats ont été touchés par les attaques iraniennes. D'ailleurs, plusieurs Émiratis ont été tués et les forces françaises sont censées protéger cet allié. Je précise que c'est un allié militaire. Un peu comme pour un certain nombre de forces kurdes. Ce ne sont pas seulement des partenaires commerciaux ou culturels. Donc c'est la raison pour laquelle les Français sont effectivement très présents au Proche-Orient. Est-ce que la mort de ce soldat français, et on compte 5 blessés également, change finalement la donne, vous pensez, pour la France? Est-ce qu'elle peut conserver cette posture défensive qu'elle revendique depuis maintenant 2 semaines, au titre, vous l'avez rappelé, un des accords de défense qui la lie à plusieurs États de la région? Donc vous avez cité les Émirats Arabes Unis, mais aussi le Koweït ou encore le Qatar. Alors, défensif, oui, tant que nos alliés militaires ne nous demandent pas très officiellement, très statutairement d'intervenir. Tant que cette alliance contraignante n'est pas enclenchée officiellement. Or, c'est un petit peu compliqué parce que les Iraniens assument sans assumer, tout en assumant d'attaquer pratiquement tous les États de la région. Alors que officiellement, d'ailleurs, ce sont des États neutres dans la guerre menée par la coalition israélo-américaine. Bon, donc peu chaud aux Iraniens, mais en même temps, si vous n'avez pas très officiellement une déclaration de guerre, ou en tout cas très manifestement la volonté de Téhéran de vous frapper ès-qualité, c'est quand même difficile d'y aller de manière très offensive. Oui, il n'y a pas le mot de co-belligérance qui est prononcé par le pouvoir iranien, mais c'est bien cette idée. Vous accueillez des bases militaires américaines, vous êtes dans cette guerre. C'est un petit peu l'idée sous-jacente à ces frappes tous azimuts du régime iranien. Alors, on a aussi des doutes ce matin, Frédéric Ancel, sur la survie du nouveau guide Mojtaba Khamenei. Une femme à la télévision iranienne a lu hier une déclaration qui serait de lui. C'est quand même assez faible comme preuve de vie. Mais est-ce que c'est vraiment important qu'il soit vivant ou non? Je vous dis ça parce que le régime a quand même prouvé sa résilience aux attaques américaines et israéliennes depuis 2 semaines. On voit la continuité de l'appareil d'État iranien dans le simple fait qu'il y a des opérations militaires iraniennes. Oui, c'est vrai. Alors, deux points pour répondre à votre question précédente. Les Iraniens ne se contentent pas de frapper des États sur lesquels se trouvent des bases militaires américaines. En Azerbaïdjan, à ma connaissance, il n'y a aucune base américaine. À Oman non plus. Vous voyez, donc ils frappent vraiment tous azimuts, pratiquement tous les États de la région. Maintenant, concernant le fils de Khamenei, vous avez 2 faiblesses absolument manifestes. D'abord, on n'ose pas le présenter, le montrer. On utilise de l'IA à des fins de propagande, mais donc effectivement pour l'instant. Alors on sait qu'il a été blessé et qu'une grande partie de sa famille a été éliminée en même temps que son père Khamenei. Son épouse, ses enfants. Absolument. Et on sait qu'il a été blessé. Donc effectivement, forts du caractère exceptionnellement efficace des renseignements israéliens et américains, son entourage évidemment tente de le protéger. Sauf que c'est évidemment une marque de faiblesse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le fait même qu'on aille chercher le fils de Khamenei alors que la République islamique d'Iran est donc intrinsèquement une république,
C'est-à-dire qu'en principe, ce n'est pas un pouvoir dynastique. Ça, c'est une marque de faiblesse. Et je pense que ça sera l'un des... Si le régime tombe, je me précise, j'espère me tromper, que je ne suis pas du tout certain qu'il tombera à court et moyen terme, et je le dis depuis de très nombreuses années. Mais effectivement, le fait quand même qu'on ne puisse pas trouver quelqu'un qui, sur le plan théologique et sur le plan, j'allais dire, biographique et familial, ne soit pas simplement le fils du dernier ayatollah, c'est réellement une marque de faiblesse. Alors, parmi les déclarations prêtées au fils Khamenei hier, le détroit d'Ormuz doit rester fermé. Le détroit d'Ormuz, on l'a bien compris, c'est devenu ce coupe-gorge pour la marine marchande mondiale. Les pétroliers, les méthaniers qui s'y risqueraient sont menacés d'être frappés par des missiles ou des drones. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a dit que ce qui se produisait, c'était la plus importante perturbation de l'histoire sur le marché énergétique. Est-ce que vous parlez aujourd'hui de choc pétrolier comparable à ce qu'on avait connu en 1973 ou 1979 ? Non, ce n'est pas comparable, et je pense par conséquent que la déclaration au responsable est exagérée. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'a pas raison de pointer des risques effectivement économiques graves à l'échelle planétaire. Je pense d'ailleurs que sa sortie un peu spectaculaire relève de la volonté pédagogique. Bon, c'est très bien, mais non, attendez, en 73, au cours de la guerre du Kippour, les prix du baril sont multipliés par 4. Oui. Et en 79, ils sont de nouveau multipliés par 2. Donc les deux chocs pétroliers des années 70 vont créer les conditions de la crise dont on est d'ailleurs fondamentalement jamais totalement sorti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à l'époque, on manque de pétrole. C'est-à-dire que on est en flux pratiquement tendu. Aujourd'hui, le pétrole, on en trouve absolument partout. Et les quantités qui sont mises, d'ores et déjà d'ailleurs, sur le marché pour limiter l'effet de cette crise sont des quantités très importantes. Les Américains sont les premiers producteurs au monde, ce qui n'était plus le cas déjà évidemment depuis longtemps en 73. Les Saoudiens aujourd'hui sont vent debout contre Téhéran, donc vous imaginez bien que, et d'ailleurs ils l'ont déjà annoncé, qu'ils vont eux aussi chercher à mettre énormément d'huile sur le marché pour limiter. Voilà, c'était fait. Donc moi je serais un petit peu moins je serais moins catastrophiste. Oui, et d'ailleurs aussi à l'époque, faut le dire en 73, 60% du pétrole qui sortait du détroit d'Ormuz, il partait en Occident. C'est 20% aujourd'hui, c'est le problème chinois aujourd'hui, ce pétrole du Golfe qui sort du détroit d'Ormuz. Merci beaucoup de vos lumières, Frédéric Ancel, ce matin. Je rappelle vos ouvrages, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les voies de la puissance pour comprendre le monde compliqué. Je vois pas là d'autres formules, mais c'est très très juste. Ces livres m'ont beaucoup aidé en tout cas. Je vous remercie de les avoir écrits, Frédéric Ancel. À très vite.